Tout d'abord, avez-vous regardé le défilé militaire lors du jour de la victoire? J'ai regardé quelques extraits et c'était vraiment impressionnant. J'ai adoré. C'est vraiment décevant que le président Trump n'ait pas été présent. Le scandale dans les médias américains, c'est que cela ait eu lieu. Alors que, pourquoi cela n'aurait pas eu lieu? C'est le 80e anniversaire d'une guerre où le fascisme a été vaincu. Cela devrait être un moment de célébration pour le monde entier, non? Donc le fait que cela ait eu lieu n'a rien de scandaleux. Le vrai scandale, c'est que le président Trump ne se soit pas joint à la Chine pour célébrer la défaite du Japon. Et le fait que Poutine, Xi, Kim Jong-un et Alexandre Loukachenko marchaient ensemble, je veux dire, c'est magnifique. C'est la nouvelle économie qui émerge dans le monde. Ce que je veux dire, c'est, savez-vous d'où vient l'expression « gung-ho » encore utilisée aujourd'hui par le corps des marines des États-Unis? À l'origine, c'était le slogan de l'Association chinoise des coopératives industrielles. Ils ont même réalisé un film hollywoodien pendant la Seconde Guerre mondiale pour encourager la lutte contre le Japon. Et il portait sur un général du corps des marines américains qui adopte le style de combat de la 8e armée de route. Il l'applique et il fait crier « gung-ho » à tous les hommes du corps des marines. C'était un film populaire. Ainsi, encore aujourd'hui, nous utilisons un slogan communiste chinois dans le corps des marines des États-Unis en raison de notre soutien à la Chine. Par ailleurs, il est vrai que les États-Unis ont soutenu militairement la Chine. Il y avait les tigres volants qui ont combattu contre le Japon, et de nombreuses armes ont été larguées par avion. Dans l'un de mes livres les plus récents, j'aborde cette histoire du nouveau mouvement communiste. L'une des personnes qui a largué des armes et des munitions en Chine pour l'armée américaine était un communiste. Il a en fait été choisi pour cette mission. Il s'appelait Clayton Van Lydgraf et venait de Seattle. Et comme il était un communiste bien connu, ils ont dit « Eh bien, c'est toi qui es chargé de rencontrer les communistes chinois, de leur larguer des armes par avion. » Puis, après la Seconde Guerre mondiale, il est revenu aux États-Unis et a été exclu de son syndicat et poursuivi pour de nombreuses accusations criminelles. Il a donc disparu. Ensuite, il est revenu aux États-Unis et a été convoqué devant le Congrès. Ils ont affirmé qu'il était un assassin aux Philippines, qu'il tuait des gens au nom des insurgés communistes là-bas. Et il a répondu, « Eh bien, il n'y a aucune preuve ou quelque chose comme ça. » Et puis plus tard, il est devenu en quelque sorte membre du Weather Underground, qui étaient les personnes ayant commis des attentats à la bombe dans les années 1960. C'est donc une histoire incroyable. Il a commencé comme le type qui coordonnait tout ça, et il est devenu en quelque sorte le gourou et l'organisateur de ces groupes extrémistes de gauche qu'on pourrait qualifier de groupes terroristes. Je trouve ça particulièrement fascinant. Mais, vous savez, j'ai entendu les vieux communistes. Ils chantaient des chansons sur le boycott des produits japonais, n'est-ce pas? Voilà pourquoi. La Chine supplie, garde la soie loin de tes jambes. N'achète rien de japonais, n'est-ce pas? Vous savez, les forces fascistes se lèvent dans la conspiration. Mais si nous refusons de commercer avec eux, nous sauverons la démocratie. Vous savez, cela a été un grand effort. Et la Seconde Guerre mondiale a été en quelque sorte un moment de fierté. Et j'aimerais que nous puissions nous en souvenir. Et c'est drôle, parce que la Nouvelle Gauche, l'un des grands noms de la Nouvelle Gauche, Jerry Rubin, a dit que le plus grand accomplissement de la Nouvelle Gauche avait été de se débarrasser de la mentalité de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai l'impression que non, la mentalité de la Seconde Guerre mondiale était bonne. C'est à ce moment-là que nous nous sommes tenus aux côtés des peuples du monde contre le fascisme. C'est Roosevelt qui soutenait les syndicats. C'est le macarthisme qui est venu après la Seconde Guerre mondiale. C'est de cela dont nous devons nous débarrasser.
Voilà. Une autre chose, c'est que Roosevelt lui-même était intéressé à rencontrer Mao. Et y avait-il pas même un projet pour que Mao vienne éventuellement aux États-Unis rencontrer Roosevelt? Mais ensuite, le Kuomintang, Chiang Kai-shek, y a mis un terme. Ils ont empêché Roosevelt de rencontrer qui que ce soit du Parti communiste chinois. Il y avait un livre à succès intitulé Red Star Over China, écrit par Edgar Snow. Edgar Snow était un journaliste originaire du Missouri, et l'école de journalisme du Missouri apprenait aux gens à parler chinois. À l'époque, si vous étiez un journaliste américain en Chine, on vous demandait « Ah, en quelle année avez-vous obtenu votre diplôme de l'école de journalisme du Missouri ?» Parce qu'ils étaient simplement orientés dans ce sens. L'école de journalisme du Missouri avait été fondée par des partisans de Lincoln qui n'aimaient pas l'Empire britannique. Alors ils se rendaient en Chine et étaient de grands soutiens de Sun Yat-sen. Ils représentaient une sorte de courant anti-britannique de l'intelligentsia américaine, ou quelque chose comme ça, qui entretenait cette relation. Edgar Snow était en Chine. Il parlait chinois et il a réussi à organiser une interview, la toute première que Mao ait jamais accordée. Il est venu aux États-Unis et a écrit ce livre, Étoile rouge sur la Chine, qui est devenu un best-seller. Je veux dire, il s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Tout le monde l'a lu, il a été traduit dans de nombreuses langues. Il est devenu le conseiller de Roosevelt sur les questions liées à la Chine et se rendait assez fréquemment à la Maison-Blanche. Edgar Snow est assez méconnu aux États-Unis, mais c'est une légende à l'international. Il a également réalisé la dernière interview que Mao ait jamais donnée, au début des années 1970, lorsqu'il a visité la Chine. Ses livres sont vraiment, vraiment excellents. Il évoque un point à propos de Mao, l'image romantique de Mao en tant que combattant de la guérilla. À l'époque, il vivait dans des zones contrôlées par le KMT, et il les appelait l'armée des bandits rouges. C'est ainsi qu'il les nommait, l'armée des bandits rouges. Voilà. Donc il voulait interviewer le chef de l'armée des bandits rouges. Il y avait un professeur russe dans l'une des universités, et Snow lui a demandé s'il pouvait l'aider. Le professeur a répondu « Non, non, je ne peux pas vous aider ». Mais ensuite, Snow a reçu une lettre par la poste, écrite à l'encre invisible, lui indiquant de se rendre à un certain endroit. Là, Zhou Enlai l'a rencontré et l'a escorté jusqu'au camp de l'armée rouge, et tout cela. Mao vivait avec le peuple. Il était dans la poussière et la saleté, comme tout le monde, et il menait une vie très très humble dans cette grotte. Il n'avait qu'un simple lit de camp pour dormir, et une malle où il gardait les documents de l'armée rouge et d'autres affaires. Snow dresse le portrait de Mao comme d'une personne très désintéressée. Il fait de nombreuses comparaisons entre l'armée rouge et les débuts du christianisme, et ce que les chrétiens apprennent sur les premières années de l'Église chrétienne, sur le fait de tout abandonner pour rejoindre la Révolution. Il explique même que dans l'armée rouge, on recevait un nouveau nom. Je ne savais pas cela, mais on te donnait un nouveau nom, et tu n'avais pas le droit de parler de ton passé. Et quand Mao a commencé à raconter son enfance à Edgar Snow, sa femme a dit « Je n'ai jamais entendu ça ». Sa femme n'avait jamais entendu tout cela. Il ne fallait pas parler de son passé. Puis soudainement, ils ont pris toutes les chansons populaires chinoises et les ont réécrites pour qu'elles parlent du communisme. Et il y avait des chants constants dans le camp de l'armée rouge. C'était presque comme un mouvement spirituel que Mao avait créé. Toutes sortes de personnes venant des villes, des gens riches aussi bien que des paysans et d'autres, laissaient tout derrière eux pour rejoindre la révolution. Donc, c'était très excitant. Oui, Mao est une personne très particulière. Il a son propre charisme. J'ai visité l'endroit où il est né
et a grandi dans le Hunan. Sa famille, si on la regarde d'un point de vue moderne, ne semble pas luxueuse ou quoi que ce soit. Mais pour cette région, à cette époque, sa famille faisait partie des familles aisées. Il avait sa propre chambre, par exemple, et il a reçu une éducation et tout ce qui va avec. Cela seul montre que c'était une famille qui avait des moyens à cette époque et dans cette région. Zhou Enlai est un autre intellectuel qui venait aussi, relativement parlant, d'un milieu similaire. Mais ce sont eux qui comprennent réellement les personnes les plus pauvres et les plus démunies en Chine, les agriculteurs, les gens vraiment, vraiment pauvres. Ils ont de l'empathie, de la compassion, ils comprennent ces personnes. Et dès leur plus jeune âge, ils sont déterminés à changer le pays, à s'améliorer eux-mêmes. Ils sacrifient beaucoup. Vous savez, ils auraient pu avoir une vie meilleure, ne pas grandir dans la pauvreté. Ils menaient des vies très modestes et étaient constamment pourchassés. Ils auraient pu choisir d'autres chemins, mais ils ont choisi de ne pas le faire. C'est donc très intéressant et les gens doivent vraiment en savoir plus à leur sujet. Oui. Eh bien, l'un des textes que j'ai inclus dans notre manuel s'intitule « Discours sur la question de la philosophie ». Ce n'est pas un très bon titre, ça sonne très ennuyeux, mais c'est en réalité une excellente transcription de Mao s'adressant à un groupe d'étudiants universitaires en 1964, où il sort du cadre. Il ne fait pas une présentation formelle, il parle simplement à un groupe d'étudiants, et il commence à raconter des histoires. Il parle de sa famille et de son enfance. Il raconte comment il a joué au domino avec un paysan et a perdu de l'argent, mais que c'est ainsi qu'il a pu parler aux paysans du communisme, parce qu'il voulait revenir et récupérer son argent. Il se met à chanter des chansons et à raconter de vieux contes populaires et tout ça. Et on a l'impression de Mao comme d'un genre de populiste, n'est-ce pas? Quelqu'un qui pouvait parler à n'importe qui. C'est une chose qu'on m'a dite, un communiste, c'est quelqu'un qui peut parler à n'importe qui. Mao pouvait parler à tout le monde, et il avait ce genre de personnalité proche du peuple. Il connaissait les gens et savait comment interagir avec eux. Il connaissait très très bien les gens, et il était populaire. C'était un organisateur, et il disait constamment aux étudiants, et cela faisait partie de la révolution culturelle, qu'il fallait apprendre du peuple, n'est-ce pas? Que la connaissance vient du peuple. Elle ne vient pas d'un livre. Si on se contente de la lire dans un livre, c'est dépassé. Elle vient de l'expérience pratique correcte. Et il leur disait simplement qu'il fallait aller à la campagne. Quelqu'un m'a dit que je crois, il disait que partir à la campagne, c'est le véritable grand apprentissage. Et je crois que grand apprentissage fait référence à l'université en chinois, non? Donc c'est comme s'il faisait un jeu de mots. Il disait que le vrai grand apprentissage, c'est quand vous savez, le vrai collège, c'est d'aller parmi le peuple. Donc oui. Oui, c'est ça. Oui, l'université. Oui, apprendre. Un excellent apprentissage. Oui, oui. J'ai aussi cette question, je pense que le communisme devient de plus en plus populaire, d'une certaine manière. Les gens le regardent maintenant sous un autre angle, pas aussi dédaigneux, mais je trouve que de plus en plus de personnes sont en quelque sorte curieuses du communisme. Donc à l'ère de l'IA, j'ai l'impression que on doit presque réfléchir au communisme d'une certaine façon, parce que la robotique, l'automatisation et l'IA remplacent tous les emplois. Alors que devrions-nous faire en tant que société, en tant que pays? Que devrions-nous faire? Oui, eh bien, c'est probablement la chose la plus importante dont Karl Marx a parlé. La façon dont le capitalisme réinvente constamment la technologie pour réduire le rôle du travail humain dans la production. En conséquence, les travailleurs ne peuvent pas racheter ce qu'ils produisent, et le taux de profit diminue sur chaque article produit. Très vite, on se retrouve dans un monde où l'on peut créer une multitude de produits, mais où les gens sont trop pauvres pour les acheter. Cela rend tout simplement nécessaire de dépasser le système irrationnel du profit.
c'est le point le plus important que Marx ait abordé. Les gens se concentrent sur des choses plus basiques, comme certains travailleurs qui travaillent à l'usine, le capitaliste qui la possède, et trouvent cela injuste. D'accord, c'est vrai. Vous savez, pour faire des profits, les entreprises font de mauvaises choses, comme encourager la surprescription de médicaments opioïdes. Oui, c'est vrai. Mais il y a ce problème fondamental. Les êtres humains sont intrinsèquement des créatures créatives, et nous réinventons sans cesse notre relation avec la nature et innovons. Et le système capitaliste exige cela. Il stimule en quelque sorte l'innovation. Mais en même temps, à chaque fois que nous innovons, cela conduit à toujours plus de pauvreté. Cela conduit à de plus en plus d'instabilité. Et au final, vous savez, nous avons besoin d'une économie organisée de manière rationnelle. Nous avons besoin de plans quinquennaux. Nous avons besoin d'un gouvernement qui contrôle les moyens de production afin de permettre à la créativité humaine de continuer au-delà, vous savez, essentiellement des limites artificielles de la productivité humaine. Il faut surmonter le système irrationnel du profit, n'est-ce pas? C'est de cela que Marx parle. Et vous savez, Mamdani parle des inégalités de revenus. Et c'est frustrant pour moi parce que toute ma vie, on m'a dit que le socialisme, c'est les impôts. Le socialisme, c'est, vous savez, travailler dur et le gouvernement vous taxe et donne votre argent à quelqu'un qui ne travaille pas, n'est-ce pas? Le socialisme, c'est la redistribution des revenus. Eh bien, cela se produit dans toutes les sociétés. Et il y a toute cette histoire avec Margaret Thatcher du Royaume-Uni. Elle dit « Le socialisme ne fonctionne pas parce qu'on finit par manquer de l'argent des autres. » Mais si tout ce que Mao avait fait, c'était redistribuer l'argent des autres, la Chine serait encore profondément pauvre. Si tout ce que Staline avait fait, c'était, je veux dire, c'est un changement dans les relations de propriété. C'est organiser l'économie de façon rationnelle pour pouvoir dépasser l'irrationalité du marché. Et je ne pense pas que le peuple américain va jamais, vous savez, il va pas soutenir un système ou un mouvement qui semble être fondé sur la jalousie ou le ressentiment. Comme quelqu'un d'autre a une bonne situation, vous non, alors on va leur prendre pour vous donner. Ce n'est tout simplement pas la manière américaine. Nous ne faisons pas ça. Ce n'est pas l'Amérique. Donc nous devons. C'est pour cela que je parle maintenant d'être un innovationniste, n'est-ce pas? Et de parler de la façon dont la créativité humaine et l'élan humain à s'étendre et à construire sont freinés par le système du profit. Et nous avons besoin d'un gouvernement d'action qui se battra pour les familles de travailleurs. Je veux dire, on est presque obligé de se pencher sur le communisme maintenant, vous savez, avec l'IA qui remplace les emplois. Avant, il suffisait d'aller dans une bonne université avec une bonne spécialisation pour avoir un bon travail à la sortie. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Je connais pas mal de gens diplômés avec de bons diplômes et ils n'ont pas les emplois qu'ils espéraient. Ils ont quelque chose à faire, mais ce n'est pas ce pourquoi ils ont été formés. Il semble donc qu'avant, l'automatisation ne touchait que certains secteurs du marché du travail, mais la solution était de faire des études et d'accéder à un emploi de niveau supérieur. Mais maintenant, avec IA et tout ce qui arrive à ce niveau d'emploi, je pense que cela aussi disparaisse. Donc on verra bien, et puis on en viendra à se demander que doit-on faire maintenant qu'il n'y a plus d'emploi? Que font les gens? Comment fait-on fonctionner une société comme ça? À propos de votre nouveau livre, Trotsky, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Eh bien, depuis l'ère Bush, il y a eu des discussions sur le fait qu'un grand nombre des principaux va-t-en-guerre qui ont poussé à l'invasion de l'Irak étaient à un moment donné des trotskistes. Ils se disaient communistes, mais ils étaient des partisans de Trotsky. Et c'était simplement quelque chose que les gens disaient, ils le faisaient remarquer.
C'est comme beaucoup de libertariens qui diraient que les communistes sont contre la liberté et que ces néoconservateurs, eux aussi, sont contre la liberté. Donc ils sont anti-liberté. Plus récemment cependant, avec ce type Nick Fuentes, qui gagne en popularité sur Internet, Nick Fuentes est un antisémite, il dit « Oh, ce sont tous des juifs, n'est-ce pas? Que vous savez, les trotskistes, les communistes sont tous des juifs, et les néoconservateurs sont tous des juifs et travaillent pour Israël. » Donc, il s'agirait d'une grande conspiration juive. J'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet, et j'ai même connu certaines des personnes impliquées dans tout cela. J'ai donc pensé qu'il fallait que j'écrive un livre pour raconter toute l'histoire. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Il y a un livre intitulé « Les intellectuels de New York » d'Alan Wald. Il existe de nombreux écrits de Trotsky, ainsi que des écrits de toutes sortes de personnes différentes, comme Stone Sonder sur la guerre froide. Mais quel est le lien entre des gens comme John Bolton et Trotsky? Comment cela peut-il avoir un sens, n'est-ce pas? Trotsky était le chef de l'armée rouge. C'était un marxiste. John Bolton est un fervent anticommuniste. Comment ces personnes sont-elles connectées? J'ai donc ressenti le besoin de raconter cette histoire, parce qu'elle met en lumière beaucoup de vérités sur Trump, le communisme, l'Occident et la civilisation occidentale, ainsi que sur les raisons pour lesquelles nous nous détériorons de l'intérieur. C'est une histoire vraiment importante. Et elle se vend comme des petits pains. Je veux dire, c'est en train d'exploser, parce que Fuentes en parle, Alex Jones en parle. En ce moment, Tulsi Gabbard purge les agences de renseignement des néoconservateurs. Il y a donc beaucoup de discussions sur qui sont les néoconservateurs et d'où ils viennent. Et beaucoup de choses sont très confuses parce que c'est à droite, anticommuniste, vous voyez, ce genre de choses. Je peux raconter cette histoire et je connais réellement ces faits. C'est donc pour cela que j'ai décidé d'écrire ce livre. Eh bien, je fais partie des personnes très confuses par ces sujets. Alors, parlez-nous brièvement de Trotsky, de sa vie. Je sais qu'il avait des divergences avec Staline, mais quelles étaient exactement leurs différences? Donc, Trotsky était originaire d'Ukraine. Il venait d'une famille très aisée et il était juif. Il y avait énormément d'antisémitisme dans la région d'où il venait, le Kirghizistan, je crois, qui est aujourd'hui contesté dans l'opération militaire spéciale. Il a beaucoup souffert de l'antisémitisme. Il est devenu marxiste, un radical, et il a passé la majeure partie de sa vie en exil. Il était le communiste russe le plus célèbre, et il était vraiment populaire en Occident. Il a vécu un certain temps à New York, et au moment de la Révolution russe, il vivait à New York. Il ne laissait pas de pourboire dans les restaurants, et le New York Times a publié des articles sur refusait de donner un pourboire. Et le serveur arrivait avec l'addition, et il leur faisait un discours condescendant sur le fait qu'ils devraient former un syndicat plutôt que de servir des types comme lui, et qu'ils n'avaient pas besoin de dépendre des pourboires. Vous savez, c'était ce célèbre écrivain et orateur associé au communisme. Et il était bolchevique parce qu'il avait cette théorie qu'il appelait la révolution permanente. Il disait que les paysans ne pouvaient pas être révolutionnaires. Les paysans aspirent à devenir capitalistes. Ils veulent posséder leur propre terre. Et donc Lénine disait, eh bien, nous avons besoin d'une alliance des ouvriers et des paysans, une dictature révolutionnaire des ouvriers et des paysans. Et Trotsky disait, non, 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 non. Seule la classe ouvrière, car les paysans sont un groupe intrinsèquement arriéré. Il a rejoint le mouvement alors que la révolution russe était en cours, vers juillet 1917. Il est devenu ministre des Affaires étrangères, et sa tâche était de négocier le traité avec les Allemands pour mettre fin à l'implication de la Russie dans la Première Guerre mondiale. Mais il a refusé de le faire parce qu'il pensait qu'il pouvait combattre l'Allemagne sur une base révolutionnaire.
donc il a essentiellement refusé de signer le traité. En conséquence, il a été contraint de démissionner de son poste de ministre des Affaires étrangères. Après la mort de Lénine et une période de relative stabilité, lui et Staline se sont brouillés parce que Staline affirmait qu'il pouvait construire le socialisme dans un seul pays. Et Trotsky disait que l'Union soviétique devait simplement être, vous savez, une base pour répandre le communisme dans le monde entier et surtout l'étendre à l'Occident, là où cela compte. Il pensait que l'Occident, vous savez, il restait vraiment attaché à ce que Marx croyait, à savoir que l'Occident est le plus avancé, donc que le premier socialisme apparaîtrait en Occident. Et il s'est vraiment opposé à l'alliance avec le KMT. C'était l'une de ses positions les plus marquées. Lorsque le Parti communiste chinois s'est allié avec le KMT, lorsque l'Académie militaire a été créée, tout le soutien que l'Union soviétique a apporté à la Chine, il n'était pas d'accord avec cela parce qu'il disait que le KMT est un gouvernement nationaliste bourgeois. Et lorsque la terreur blanche a eu lieu, lorsque Chiang Kai-shek, vous savez, l'a déclenché, il a accusé Staline. Il a dit que Staline avait trahi la révolution chinoise. Il a affirmé que c'était la faute de Staline, ce qui est absurde. C'était sa version. Et il a quitté l'Union soviétique, et en dehors de l'Union soviétique, il est devenu en quelque sorte un anticommuniste professionnel. C'était quelqu'un qui avait combattu pendant la révolution russe. Il avait, vous savez, la crédibilité nécessaire pour se lever et dire « Eh bien, Staline a abandonné le communisme. Il a abandonné le marxisme. Je suis le véritable marxiste. » Vous voyez? Et il a fait cela. Et il semble qu'à la fin des années 1930, les fascistes étaient, n'est-ce pas? Par exemple, il voulait détacher l'Ukraine de l'Union soviétique. Il appelait à une Ukraine indépendante. Eh bien, c'est aussi ce que les nazis voulaient, n'est-ce pas? Avec les bandéristes et d'autres. En Espagne, ses partisans ont lancé un soulèvement contre la République espagnole, à un moment où l'Union soviétique soutenait la République espagnole. Et puis, lorsque la France a été envahie par les nazis, il a condamné les communistes français pour avoir organisé une résistance patriotique contre les envahisseurs. Il disait qu'il fallait une guerre de classe. Vous savez que les ouvriers allemands et les ouvriers français devraient s'unir et s'opposer aux deux camps, ou quelque chose comme ça. Et il a finalement été assassiné alors qu'il vivait à Mexico, car il jouait essentiellement le rôle de démobilisateur des syndicats et d'autres groupes qui soutenaient la lutte contre elle, n'est-ce pas? Donc, qu'il en ait eu conscience ou non, il était soutenu par des fascistes parce qu'il s'était brouillé avec l'Union soviétique. En gros, il a été reconnu coupable de comploter avec d'autres personnes, avec les Allemands et d'autres, pour renverser Staline dans le cadre d'une conspiration. Je ne peux pas dire que je confirme nécessairement que cela soit vrai, mais il a été condamné par contumace. Il a engagé ce célèbre intellectuel américain, John Dewey, pour organiser un simulacre de procès à Mexico, afin d'essayer de prouver son innocence. Et vous savez, il avait beaucoup de partisans parmi les professeurs d'université et les intellectuels, des gens qui voulaient dire « Eh bien, je suis communiste, mais je ne suis pas comme l'Union soviétique. » Et pendant un certain temps en Amérique, Roosevelt adoptait en quelque sorte le Parti communiste et ils ont atténué leur radicalisme. Donc être trotskiste, c'était parler de révolution ouvrière, de révolution permanente, de dictature du prolétariat. Mais ensuite, lorsque l'Union soviétique a signé le pacte Molotov-Ribbentrop en 1939, à ce moment-là, soudainement, être communiste est devenu très mal vu en Amérique, parce que l'Union soviétique était perçue comme hypocrite. Et c'est à ce moment-là que ceux qui allaient devenir les néoconservateurs ont rompu avec Trotsky. Ils soutenaient que l'Union soviétique ne pouvait pas être considérée. Ils l'appelaient un État ouvrier déformé.
Elle était socialiste dans ses fondements, mais dirigée par ce qu'il appelait une bureaucratie contre-révolutionnaire. Eh bien, eux disaient non. L'Union soviétique est fondamentalement mauvaise, et c'est la même chose que l'Allemagne nazie. Ce n'est ni capitaliste, ni socialiste. C'est ce nouveau système appelé collectivisme bureaucratique qui a émergé, et c'est pire que le capitalisme. C'est un système autoritaire, et nous devons nous y opposer. Le dernier combat de Trotsky fut avec des intellectuels qui sont ensuite devenus les néoconservateurs. Alors peut-on dire que c'est assez intéressant? Il ne pense pas tellement en termes de pays, mais plutôt en termes de classe sociale. Il souhaite donc que la classe laborieuse, ce groupe de personnes, se soulève et prenne le pouvoir. Mais dans ce processus, ces idées ont été récupérées par les néoconservateurs, voire par des personnes ayant des sympathies nazies. Peut-on dire cela? Oui, eh bien, Lénine a porté le marxisme à un nouveau stade. Il a dit que ce n'était plus seulement une question d'ouvriers et de patrons, c'est l'impérialisme, ce système international global. C'est la lutte des nations opprimées, des peuples colonisés qui se battent pour sortir de ce système. C'est ainsi que le socialisme va émerger dans le monde. Évidemment, la classe ouvrière dirigera ces luttes, et ces pays devront adopter le socialisme pour sortir du système occidental. Mais ce sera la lutte des peuples colonisés de l'Est contre l'impérialisme qui créera le socialisme. Trotsky ne croyait pas à cela. Trotsky s'accrochait à l'idée que ce seraient les ouvriers industriels occidentaux qui prendraient le contrôle de leurs usines, n'est-ce pas? Il restait attaché à la vision marxiste classique.